Si vous vous trouviez dans le rôle d'un constructeur ou d'un souverain médiéval, où commenceriez-vous en fait? Vous n'avez ni bulldozer, ni ordinateur, seulement la force humaine et des outils simples. Et pourtant vous avez devant vous la tâche de construire une nouvelle ville, là où il n'y avait jusqu'alors que des forêts ou des champs. Un tel défi exigeait une énorme dose de détermination et de connaissance qui se transmettait alors de génération en génération. Au Moyen Âge, bien avant l'invention des pelleteuses, des grues et des machines de construction modernes, naissaient pourtant des villes que nous admirons encore aujourd'hui. Comment quelque chose de tel a-t-il pu réussir? Imaginez-vous un souverain qui se dresse dans une plaine herbeuse et montre: ici naîtra une nouvelle ville. Aucune route, aucun bâtiment, seulement une vision et de la détermination. C'est exactement ainsi que commençait une série de villes médiévales. Il ne faut pas longtemps, et à l'endroit où il n'y avait à l'origine qu'un pré, commencent à pousser les premières chaumières. Dans quelques années se dressera au-dessus d'elle la tour de l'église, et la petite ville sera entourée d'une palissade ou d'un rempart. De l'apparemment impossible devient réalité. D'un espace vide naît un nouveau centre de vie. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment les villes médiévales se construisaient depuis les fondations, qui les planifiait, comment on déterminait l'endroit idéal pour la fondation, comment sans technologie moderne se construisaient les remparts, les maisons et les cathédrales, et quelle communauté de gens se trouvait derrière tout cela. Dans un moment, nous révélerons les histoires des constructeurs médiévaux, du premier pieu enfoncé aux fortifications de pierre. Et nous découvrirons tout ce que nos ancêtres ont dû traverser, pour que de la boue et du bois naissent des villes de pierre. Préparez-vous pour un voyage dans le temps, vers l'époque où les villes naissaient de la volonté des rois et du labeur de simples artisans. Dans un moment, nous partirons ensemble sur le chantier d'une ville médiévale. Les villes médiévales n'ont pas commencé à croître du jour au lendemain. Leur naissance fut progressive et liée à la transformation de la société. Comme cela a déjà été évoqué, au haut Moyen Âge, approximativement du 6e au 10e siècle, l'Europe était principalement une civilisation rurale et les vraies villes étaient rares. Ce n'est qu'au XIIe siècle, avec l'augmentation de la population et la relance du commerce, que les villes commencèrent à s'imposer de nouveau. Les nouvelles villes naissaient d'abord de trois manières. Le premier cas était la renaissance d'anciennes villes antiques. Dans le sud de l'Europe, en Italie, dans le sud de la France ou en Espagne, certaines anciennes villes romaines connurent une renaissance. Leur position stratégique au carrefour des routes commerciales restait avantageuse, et ainsi la vie y revint. Cependant, la manière plus fréquente de naissance d'une ville était l'élévation progressive d'un village important. Imaginons-nous un village-marché animé à un carrefour de route, ou un village d'artisans près de la résidence d'un seigneur. Par exemple, un bourg au pied d'un château royal ou d'un monastère. Ces marchés villageois vivants pouvaient progressivement obtenir les droits urbains, ce qui transformait formellement le village en ville. C'est justement près du château, du monastère ou à l'emplacement de marchés réguliers que grandit au cours du XIIe et surtout du XIIIe siècle une série de villes. Troisièmement, les villes se fondaient dites sur terrain vierge, c'est-à-dire entièrement nouvelles, sur un lieu jusque-là non habité. Une telle fondation de ville, à partir de rien, était audacieuse et exigeait un plan réfléchi. Et c'est exactement de cela que nous parlerons dans un moment. C'est justement le XIIIe siècle qui connut littéralement une explosion de fondations de villes entièrement nouvelles, parce que les souverains et la noblesse comprirent que les villes leur apporteraient richesse, commerce et renforceraient leur pouvoir. Au XIIIe siècle eut donc lieu un grand boom de construction. Les seigneurs fondaient des dizaines de villes, y invitèrent des colons et leur accordèrent des privilèges spéciaux pour que la nouvelle population prospère. Par exemple, le roi tchèque Přemysl Otakar fonda dans la seconde moitié du XIIIe siècle une série de villes importantes, entre autres Český Budějovice, Kolín ou Štýrský Hradec, et une situation similaire régnait dans toute l'Europe. En France,
naissaient les bastides, villes construites, de façon planifiée avec une place régulière. En Angleterre, le roi Édouard Ier construisait de nouvelles villes fortifiées au pays de Galles, et en Europe centrale, grandissait de petites villes grâce à l'afflux de colonisateurs, par exemple des terres allemandes. Souvent, les nouveaux habitants se recrutaient à l'étranger. Chez nous, les Pchémislides et certains nobles invitaient des colons d'Allemagne pour ranimer les régions frontalières. Ceux-ci apportaient avec eux une culture urbaine plus avancée et un droit, par exemple le populaire droit de Magdebourg, selon lequel se dirigeaient les nouvelles villes. Il vaut la peine de mentionner que certaines villes précoces naquirent en fait par transfert de population. Il arrivait que toute une ancienne village soit déménagée par l'autorité seigneuriale vers une ville nouvellement fondée à côté. Par exemple, la plus ancienne ville attestée sur le territoire de l'actuelle République tchèque, Brintal, première mention 1213, se déplaça apparemment de l'ancien village appelé Staré Město vers une position plus avantageuse, où Brintal fut nouvellement délimité. De telles démarches n'étaient pas inhabituelles. Fonder une ville était en effet aussi un acte stratégique. Le souverain, par le placement d'une ville à un certain endroit, confirmait sa prétention de pouvoir sur le paysage, typiquement aux frontières du territoire, et obtenait en même temps un point d'appui pour l'administration et la défense. Les villes médiévales différaient aussi selon leurs fondateurs ou propriétaires. Il existait des villes royales, y compris les villes dites dotales données aux reines, que le roi avait fondées ou élevées, et dont les habitants dépendaient directement du souverain. Celles-ci avaient les plus grands privilèges et libertés. À côté d'elles naissaient des villes sujettes, que fondait la noblesse ou l'Église, et qui restaient sous l'autorité seigneuriale. Leurs bourgeois étaient formellement sujets de ce seigneur. Les villes royales naissaient souvent dans des lieux stratégiques et économiquement clés, tandis que les villes sujettes développaient les domaines de leurs fondateurs. Dans les deux cas, cependant, la communauté urbaine s'efforçait d'obtenir le plus grand degré d'autonomie et de liberté possible. Les habitants des villes, bourgeois, avaient par rapport aux serfs paysans des villages environnants des libertés nettement plus grandes, ne serait-ce que par le fait qu'ils n'étaient pas des serfs attachés à la terre et pouvaient se consacrer à une activité lucrative. Cela faisait des villes un aimant pour les gens ambitieux et entreprenants du Moyen Âge, qui réussissaient à s'établir en ville et à devenir bourgeois obtenaient de bien meilleures perspectives pour lui et ses enfants. C'est pourquoi aussi les villes médiévales attiraient les immigrants et leur nombre d'habitants croissait plus rapidement qu'à la campagne. Un cas spécifique était celui des villes dites minières, fondées dans des lieux de découverte soudaine de richesses minérales, argent, or ou minerais de fer. De telles localités naissaient souvent spontanément autour des mines et des puits, et n'étaient élevées au rang de ville qu'après coup, quand leur importance avait grandi. Par exemple, Kutna-Hora, à la fin du XIIIe siècle, grandit d'un camp minier près des mines d'argent, et devint bientôt la deuxième ville la plus importante du royaume de Bohême. Les villes minières ont un plan moins régulier, adapté au terrain accidenté et à la répartition des puits, mais là aussi, grandirent progressivement des maisons de pierre, des églises et des remparts comme ailleurs. Au-delà des frontières de l'Europe centrale, l'essor des villes se déroulait de façon similaire. Les communes italiennes comme Venise, Florence ou Sienne s'enrichissaient déjà au XIIIe siècle du commerce international et devenaient des centres d'art et d'érudition. Dans le nord de l'Allemagne se formait l'Alliance de la Hanse, c'est-à-dire la communauté des villes marchandes, dirigée par Lübeck. Même si notre récit se concentre principalement sur l'Europe centrale, il est bon de se rendre compte que l'urbanisation médiévale était un phénomène pan-européen. De l'Angleterre à travers la Scandinavie jusqu'à la Méditerranée, partout au XIIe au XIVe siècle, le paysage se parsema densément de nouvelles villes, quelque part sur d'anciennes bases, ailleurs entièrement nouvelles. Dans un moment, nous apprendrons qui concrètement était chargé de la fondation d'une nouvelle ville et comment se déroulait la planification même et le délimitation des futures rues et places.
C'est un matin de printemps précoce de l'année 1265. Dans un vaste paysage au confluent des rivières Vltava et Malch, se dresse un groupe d'hommes. L'un d'eux, le chevalier Hirzo de Klingenberg, mandaté par le roi lui-même, fixe intensément un parchemin déployé. Puis il enfonce un piquet de bois dans la terre, y attache une corde et commence à marcher droit devant. C'est exactement de cette façon, selon la légende, qu'il délimite la future place principale de la ville qui doit naître ici, České Budějovice. Hirzo mesure un énorme espace carré, une place de plus de 17 hectares, l'une des plus grandes de son genre. De telles scènes se déroulèrent des centaines de fois au XIIIe siècle. Seuls les acteurs étaient d'autres locateurs, au service de différents seigneurs. Le locateur était la désignation pour une personne qui avait reçu du souverain ou d'un noble la tâche de fonder une nouvelle ville. C'était en substance l'équivalent médiéval du promoteur immobilier d'aujourd'hui. Le locateur choisissait l'endroit le plus approprié et planifiait comment la ville devait ressembler. Lors du choix de l'endroit, il devait considérer beaucoup d'aspects. Économiques. Par exemple, que la ville soit située sur une route commerciale ou près d'une source de subsistance, comme une terre fertile ou une production artisanale. Militaire. Position stratégique. Par exemple, une élévation, défense facile, proximité d'un château. Et de transport, accessibilité, près d'une rivière pour les bateaux, près d'un gué ou d'un carrefour de route. Le locateur évaluait donc le terrain et les environs et déterminait: ici sera la ville. Ensuite, venait la planification précise sur place. Avec des assistants, le locateur délimitait le futur réseau de rues, dans le cas de villes planifiées souvent réguliers, avec des rues à angle droit. Il traçait la place centrale et autour d'elle les blocs individuels de maisons. Des cordes et des piquets marquaient où passeraient les rues, et quelle serait la taille des parcelles pour les maisons des bourgeois. Dans les villes nouvellement fondées, ces parcelles de construction étaient relativement uniformes, pour que chaque colon obtienne une place pour sa maison et sa cour de taille similaire. Le locateur n'oubliait pas non plus l'endroit où viendrait l'hôtel de ville, le marché ou l'église. Habituellement, il leur réservait une place d'honneur près de la place. Autour de la future ville, il délimitait la frontière où plus tard grandiront les remparts et les portes. Le locateur lui-même pour son travail touchait généralement une belle récompense. Il était coutume qu'il reçoive en propriété plusieurs parcelles dans la nouvelle ville en plus, souvent par exemple tout un bloc près de la place. Et souvent le fondateur lui accordait la charge héréditaire de bailli, une sorte d'administrateur de la ville. Le locateur ne construisait donc pas seulement la ville, mais devenait souvent aussi son premier conseiller ou maire. La tâche clé du locateur était d'attirer des habitants dans la nouvelle ville. Des rues vides n'auraient pas suffi à la prospérité de la ville. Les futurs bourgeois étaient attirés par différents avantages. Les fondateurs, rois ou nobles, promettèrent donc souvent dans la charte de fondation aux colons plusieurs années d'exemption d'impôts et leur donnaient des privilèges spéciaux. Par exemple, le droit d'organiser des marchés hebdomadaires, ce qui garantissait le commerce et l'afflux de marchands, ou le droit de brasser de la bière, le droit d'établir une autonomie, élire un conseil et un bourgmestre, ou même le droit de construire des remparts et de se défendre avec ses propres hommes armés, et le droit dit du mille, qui interdisait la concurrence aux alentours, dans un rayon d'1 mille, environ 7 km et demi. De la ville, on ne pouvait exercer les mêmes métiers, ou tenir les mêmes auberges que ceux qui étaient en ville. Cela garantissait que les paysans des environs viendraient de faire leurs achats et recourir aux services artisanaux justement en ville, et beaucoup d'autres avantages grâce auxquels la nouvelle ville devint un lieu attrayant pour vivre par rapport à la campagne environnante. Plus d'une famille emballa donc ses biens et partit dans l'espoir d'une vie meilleure vers la ville naissante. Bien sûr, tous ces projets ne se terminaient pas par un succès. Si la nouvelle ville n'obtenait pas assez d'habitants, ou se trouvait à l'écart des routes principales, elle pouvait végéter et rester plutôt un gros village. De l'histoire, nous connaissons aussi des cas de fondation dites sur le chêne, où la ville planifiée ne naquit pas en fait. Le locateur délimita certes la ville, mais les colons ne vinrent pas. À la place ne resta alors peut-être qu'une petite localité ou un village vide.
Mais la plupart des villes fondées grâce aux conditions favorables et au soutien des fondateurs grandirent effectivement jusqu'à prendre la forme de communautés fonctionnelles. Au début, cependant, cette ville n'était rien de plus qu'un plan et quelques maisonnettes en construction. Les colons devaient du tout construire pratiquement à partir de rien. Une ville nouvellement fondée typique était peut-être habitée la première année par seulement quelques dizaines de familles. De simples baraques et cabanes de bois fournissaient un abri provisoire, tandis que des constructions plus ambitieuses commençaient seulement à pousser. Mais le plan de la ville était déjà donné, et en quelques décennies, un tel centre pouvait grandir jusqu'à prendre la forme d'une petite ville florissante, avec plusieurs milliers d'habitants. Les villes médiévales courantes avaient seulement environ 2 à 5 000 habitants. Une vraie grande ville de l'époque, comme Paris ou Milan, pouvait atteindre même 100 000, mais c'était des exceptions. L'immense majorité des villes étaient donc par la taille plutôt des petites villes ou de gros villages d'aujourd'hui. Cela ne change cependant rien au fait que même une petite commune avait besoin d'assurer défense et sécurité. Maintenant, quand sont déjà tracées sur la carte les rues et les places, et que les premiers colonisateurs construisent des maisons, vient le tour de la question de la protection. Dans un moment, nous découvrirons comment les constructeurs médiévaux construisaient les remparts urbains et les forteresses pour préserver leurs villes des ennemis. Dès le début, il était clair que la ville devait aussi être protégée contre le danger. Au Moyen Âge guettait la menace, sous forme de pillards ennemis, de brigands sur les routes, mais aussi d'incendies ou de maladies. C'est pourquoi presque chaque ville médiévale s'efforçait de construire des fortifications, des remparts. Sans l'autorisation de l'autorité supérieure, roi ou fondateur noble, la ville ne pouvait se construire de remparts, mais la plupart des villes importantes obtenèrent bientôt ce droit. D'abord peut-être provisoirement, par exemple avec une palissade de bois et un fossé, et plus tard, plus solidement en pierre. La construction des remparts urbains était une entreprise grandiose. Avant que les bourgeois ne s'y lancent, ils rassemblèrent souvent pendant des années entières les moyens, pierre, briques, bois et argent. Au travail participèrent des maçons et tailleurs de pierre engagés. Mais une partie non négligeable était accomplie par les habitants eux-mêmes, dans le cadre de leurs obligations envers la commune. Les hommes creusaient un fossé profond autour de la future ville et utilisaient la terre amoncelée pour un remblai. Celui-ci servit de base pour le rempart. S'il y avait assez de pierres ou de briques disponibles, commençait la construction d'un vrai mur, des deux côtés en blocs de pierre. L'intérieur était comblé de gravats et coulé de mortier. Les remparts s'élevaient à plusieurs mètres de hauteur, couramment 6 à 10 mètres, et étaient aussi épais de plus de 2 mètres pour résister au percement. Le long du périmètre intérieur du mur courait le chemin de ronde, une passerelle de bois couverte pour les gardes. À intervalles réguliers, le rempart était renforcé par des tours ou des bastions, d'où les défenseurs contrôlèrent l'espace devant la ville. Une partie indispensable des fortifications étaient les puissantes portes urbaines, généralement 2 à 4 selon la taille de la ville, qui se fermaient la nuit et en cas de menace pouvaient être barricadées. Devant les portes se trouvait un pont-levis au-dessus du fossé d'eau, si la ville en avait un. Souvent, on creusait devant le mur principal encore un large fossé, qui pouvait être rempli d'eau d'une rivière proche ou d'un étang. Un tel fossé d'eau créait un obstacle supplémentaire pour l'ennemi et améliorait la capacité défensive de la ville. Au-dessus des fossés menaient vers les portes des ponts, soit des ponts de pierre fixes qui pouvaient être détruits en temps de danger, soit des ponts de bois à bascule qui se levaient rapidement. Certaines communes, riches et stratégiquement placées, se payaient des fortifications vraiment imposantes. Par exemple, la ville royale de Nymburk au XIIIe siècle fut entourée de remparts de briques à double rang, renforcés d'environ 50 tours, et autour d'eux en plus un double fossé d'eau alimenté par l'Elbe. Une telle ville était pour son époque une forteresse quasi imprenable. Ailleurs, on résolut ingénieusement la défense sans construction de bois coûteuse. Par exemple, dans la ville de Tachov en Bohême occidentale, on construisit au tournant des XIIIe et XIVe siècles des remparts, avec un réseau de tours exceptionnellement dense, si bien qu'entre elles,
on n'avait plus besoin de chemins de ronde en bois. Les défenseurs défendaient simplement les espaces directement depuis les tours. C'était aussi une façon d'économiser les coûts et de réduire le risque d'incendie. Les parties en bois des remparts étaient en effet vulnérables au feu. Les portes urbaines ne servaient pas seulement à la défense, mais aussi au contrôle des mouvements de personnes et de marchandises. Près de chaque porte siégeaient des collecteurs de douane qui prélevaient sur les marchands de passage des taxes pour les marchandises apportées en ville, appelées Ungeld ou péage. C'est pourquoi aussi les portes étaient souvent équipées d'un avant-portail, une petite cour serrée entre la porte intérieure et extérieure, où les chariots s'arrêtaient et les fonctionnaires pouvaient contrôler la cargaison. Après le coucher du soleil, les portes se fermaient non seulement pour la sécurité, mais aussi pour que n'entrent pas les voleurs ou des étrangers suspects. Qui n'arrivaient pas à temps devaient passer la nuit hors des remparts, peut-être dans un logement sur le faubourg. Le calme nocturne à l'intérieur de la ville était alors gardé par la garde urbaine de sentinelles armées, qui parcouraient les rues et les remparts avec des lanternes. Si malgré tout il y avait un siège de la ville, les remparts devenaient le théâtre de combats dramatiques. Les assaillants dressaient contre les remparts des échelles ou des tours de siège en bois, tandis que les défenseurs se défendaient par tous les moyens disponibles. Du crénelage volé sur l'ennemi, pierres et flèches, se versaient eau bouillante ou pois, et avec des crocs pointus on arrachait les échelles appuyées. Quand les assiégeants réussissaient à percer la porte avec un bélier, souvent les attendait encore une seconde porte au coin ou un combat furieux homme contre homme dans le passage étroit. Les fortifications urbaines contenaient habituellement aussi une barbacane, une forteresse circulaire devant la porte principale, qui compliquait encore la situation aux assaillants. L'ingéniosité des ingénieurs militaires médiévaux était considérable des deux côtés des remparts. À la fin du Moyen Âge apparurent les canons et le bombardement de guerre, qui poussèrent le développement des fortifications à un nouveau niveau. Il fallut renforcer les remparts et élever devant eux de hauts remblais pour absorber l'énergie des boulets de canon. Des hautes tours rondes devinrent des bastions plus bas aux murs épais, et les villes commencèrent à obtenir des forteresses bastionnées plus modernes. Mais c'est déjà l'histoire de la Renaissance et du baroque. Au Moyen Âge classique, les remparts de pierre classique représentaient le sommet de la technologie défensive, et beaucoup de villes, grâce à eux, résistèrent à leurs ennemis. Chaque ville fortifiée avait aussi ses faubourgs. C'était la zone devant les portes que les remparts ne protégeaient pas. Souvent s'y dressaient auberges, moulins ou ateliers, qu'il ne convenait pas d'avoir à l'intérieur de la ville pour diverses raisons. Par exemple les ateliers de forgerons et de potiers, à cause du travail avec le feu et la fumée. Dans les faubourgs vivait aussi la partie plus pauvre de la population et la domesticité, pour laquelle il n'y avait souvent pas de place à l'intérieur des remparts. En cas de menace de guerre, les habitants des faubourgs devaient se réfugier derrière les remparts, si la ville les laissait entrer, et le faubourg était éventuellement livré en proie à l'ennemi. C'est pourquoi aussi les bourgeois s'efforçaient qu'au moins le noyau de leur ville soit sécurisé par un mur. Les remparts ne protégeaient pas seulement contre les épées et les flèches, ils procuraient un sentiment de sécurité, séparaient le monde urbain, sûr, de l'environnement dangereux. On croyait même que la fermeture des portes pouvait préserver la ville d'une épidémie de peste, ou que les murs de pierre arrêteraient la propagation d'un grand incendie de la campagne. Dès que donc la ville fut entourée de remparts, les habitants purent respirer. À l'intérieur de l'espace délimité se développait maintenant pleinement la vie urbaine. Derrière les puissantes portes s'étendait maintenant un petit royaume avec ses rues, sa place, ses marchés, ses églises et ses maisons. Dans la partie suivante de notre récit, nous regarderons donc à l'intérieur de la ville médiévale. Nous nous promènerons sur le marché et jetterons un coup d'œil dans l'ombre des ruelles étroites pour découvrir de quoi se construisaient les maisons bourgeoises et à quoi ressemblaient les décors quotidiens de la vie dans la ville médiévale. Entrons maintenant à l'intérieur des remparts et regardons à quoi cela ressemblait dans une ville médiévale typique. Le cœur de chaque ville était la place principale, un espace ouvert où se tenaient les marchés,
les foires, et où pulsait la vie publique. Tôt dès l'aube, y affluaient de marchands et artisans pour offrir leurs marchandises sur des étals de bois, du poisson frais et du pain jusqu'aux outils de forgerons ou aux étoffes importées de l'étranger. La place était aussi l'endroit où se proclamaient les ordonnances des conseillers, où se dressait le pilori pour les malhonnêtes, et souvent aussi une fontaine d'où les gens prenaient l'eau. Sur la place se dressait habituellement l'hôtel de ville, symbole de l'autonomie de la ville. Au début, cela pouvait être seulement une plus grande maison. Mais progressivement, les bourgeois construisirent un bâtiment somptueux avec une tour et une horloge astronomique, ou des horloges qui montraient la richesse et le prestige de la commune. Près de l'hôtel de ville se trouvait l'église, souvent la construction la plus grande et la plus haute à des lieues à la ronde. La construction d'une église urbaine de pierre était pour les habitants une question d'honneur et de foi. Souvent elle durait des décennies entières et y contribuaient financièrement riches et pauvres. Dans les plus petites villes, l'église se dressait sur la place. Dans les plus grandes, il pouvait y avoir plus d'églises, et parfois leur appartenait aussi un monastère avec son propre complexe. La tour de l'église, avec une croix à la pointe, dominait alors le panorama de la ville, et était visible pour les voyageurs à des milles de distance. De la place principale partirent les rues, certaines larges, menant aux portes urbaines, d'autres étroites et sinueuses, surtout dans les villes qui avaient une grande d'anciennes localités. Le pavage manquait au début. Les rues étaient souvent seulement des chemins de terre battus qui après la pluie se transformaient en lits boueux. Plus tard, les habitants commencèrent à paver les voies les plus fréquentées avec des pierres ou des poutres de bois. Dans les rues médiévales manquait aussi la canalisation. Les déchets se versaient dans les rigoles au milieu de la rue, ou directement sur la route, d'où la pluie les emportait. S'il ne pleuvait justement pas, l'odeur en ville n'était rien d'agréable. Les maisons avaient souvent de petits balcons ou galeries de bois dirigés vers la rue, et entre les maisons d'en face au-dessus de la ruelle, on pouvait suspendre des planches avec des tissus ou des marchandises. Les rues étaient ainsi étroites, ombragées et pleines d'enseignes, couteaux de boucher, chaussures, grappes de raisin, pour que même les illettrés reconnaissent quel commerce se trouvait derrière la porte. Le rythme quotidien de la ville était déterminé par les sonneries du clocher de l'église ou de l'hôtel de ville. Le matin, les coups de cloche réveillaient les habitants au travail et convoquaient à la messe matinale. À midi résonnait l'Angélus et le soir, l'Angélus du soir, signal que le peuple devait prier et se préparer pour la nuit. Avec l'Angélus du soir se liait souvent aussi l'ordre du feu. En ville devaient s'éteindre ou se couvrir tous les feux ouverts dans les cheminées et les forges pour qu'il n'y ait pas risque d'incendie la nuit. Ensuite, les gardes parcouraient les rues, contrôlaient les serrures aux portes et appelaient les éventuels retardataires à aller dormir. La nuit dans la ville médiévale était sombre et silencieuse, éclairée seulement par des torches ou des lanternes aux portes des maisons plus riches. Les gens se couchaient tôt, les chandelles étaient chères, et la ville se reposait jusqu'à l'aube suivante. Cependant, la ville ne vivait pas seulement du travail quotidien. Plusieurs fois par an, l'animait des fêtes et des événements exceptionnels. Par exemple, lors du marché annuel, foire, se rassemblaient des marchands de loin, et les rues se remplissaient d'étals avec des marchandises exotiques qui n'étaient pas ordinairement disponibles. Sur la place jouaient des battleurs, des funambules montraient leur art, et la bière coulait à flots dans des tavernes improvisées. Le calendrier religieux apportait des processions. À la fête du patron de la ville, parcourait la ville un cortège avec des bannières, s'arrêtait aux églises et aux statues de saints. Ces fêtes non seulement divertissèrent le peuple, mais renforçaient aussi la communauté urbaine. Les habitants ressentaient la fierté de leur ville, de ses patrons et traditions. La ville était un organisme vivant, non seulement grâce au marché, mais surtout grâce à ses habitants. Au Moyen Âge, y naquit une nouvelle couche sociale. Les bourgeois en faisaient partie les riches marchands, les habiles maîtres artisans et aussi la pauvreté servant dans les maisons riches. Le rang social se reflétait souvent dans l'endroit où et comment chacun habitait.
Les plus riches marchands et familles patriciennes possédaient de somptueuses maisons de pierre directement sur la place, souvent à étages avec des arcades et un pignon décoré, ou des armoiries pour que chacun voie leur importance. Dans les rues latérales se dressaient les demeures plus modestes des artisans. La partie inférieure de la maison servait d'atelier et de boutique, tandis qu'en haut se serrait la famille. Ces maisons étaient généralement plus étroites, souvent des constructions de bois ou à colombage, et se dressaient serrées l'une contre l'autre. Les gens les moins fortunés, journaliers, apprentis, valets ou même mendiants, occupaient des baraques provisoires à la périphérie de la ville, ou dans le faubourg près des remparts, où la place était moins chère. En regardant la ville d'en haut, nous verrions donc une grande place avec des marchands. Au-dessus d'elle, se dressant la tour de l'église et de l'hôtel de ville, de la place se serpentant en rayons les rues pleines de petites maisons, et tout cela entouré d'un anneau de remparts. Quand le soir les portes se fermaient, et que la ville s'enfonçait dans l'obscurité, elle fonctionnait presque comme un monde autonome. On savait que ce sont les gens qui font la ville, non les remparts. Les chroniqueurs et prédicateurs médiévaux rappelaient souvent que la vraie force de la ville était la solidarité et la coopération de ses habitants. Et c'est justement l'esprit et l'habileté humains qui donnèrent naissance à tous ces bâtiments alentours. Dans un moment, nous nous concentrerons sur la façon dont de tels bâtiments naissaient en fait. Nous parlerons des constructeurs médiévaux, des métiers et des matériaux sans lesquels les villes n'auraient jamais poussé. Chaque construction dans la ville, de la cathédrale à la plus petite chaumière, était le résultat du dur labeur de nombreux artisans. À l'époque sans machines électriques et moteurs, tout reposait sur les mains humaines. La bonne organisation et les connaissances transmises de génération en génération. La construction au Moyen Âge comprenait une série de spécialités. Maçons et tailleurs de pierre qui montaient les murs et taillaient les blocs. Charpentiers qui dressaient les poutres de bois, les charpentes et les échafaudages. Forgerons qui fournissaient clous, outils métalliques et ferrures pour les portes. Couvreurs qui couvraient les toits de bardeaux ou de tuiles, et aussi par exemple verriers pour la fabrication de fenêtres pour les églises. Beaucoup de ces métiers se groupaient en corporations qui veillaient à la qualité et protégeaient les secrets de fabrication. Ainsi par exemple les maîtres tailleurs de pierre gardaient jalousement les connaissances géométriques nécessaires à la construction des voûtes et des arcs. Le chantier médiéval était un endroit animé et dangereux. Imaginons-nous une église en construction. Autour se dressent des échafaudages de bois, y grimpent des ouvriers avec des paniers pleins de mortiers et de briques. D'en bas résonne le son monotone des marteaux de tailleurs de pierre travaillant des blocs de grès à la forme requise. À côté, dans une fosse, des maçons mélangent le mortier de chaux. La chaux se cuisait à partir de calcaire et se mélangeait avec du sable et de l'eau, donnant un mélange liant durcissant à l'air. Un peu plus loin, des charpentiers sur des tréteaux sciant de puissantes poutres de chêne dont ils assembleront la charpente du toit. L'odeur du bois frais se mélange à la poussière de la pierre et à l'odeur piquante de la chaux. Le maître constructeur parcourt son œuvre, vérifie la rectitude des murs avec un fil à plomb et donne des instructions aux compagnons. La construction commençait habituellement par la pose solennelle de la première pierre. Les clercs présents bénissaient la pierre. Dans son entourage, on plaçait des chartes ou des pièces sans souvenir, et c'est seulement alors qu'on commençait la maçonnerie. On croyait que des fondations ainsi bénies seraient plus solides et protégeraient le bâtiment et les ouvriers du malheur. Tous les travaux lourds étaient assurés par les muscles humains ou animaux. Quand il fallait hisser un lourd bloc de pierre en hauteur, plusieurs hommes forts devaient le porter sur des planches, où on utilisait une grue action simple née par piétinement. Ces grues de bois à roues, rappelant une roue géante de hamster, à l'intérieur de laquelle marchaient deux hommes et ainsi enroulèrent la corde, étaient à voir sur les chantiers de cathédrales et de ponts. Mais même ainsi, la plupart de la manipulation se faisait à la main, à l'aide de poulies, leviers et grandes équipes d'ouvriers. L'effort était énorme, et les accidents du travail ou chutes d'échafaudage n'étaient pas exceptionnels. Les constructeurs médiévaux devaient se débrouiller avec les matériaux qu'ils avaient sous la main. Ils utilisaient le plus souvent le bois, la pierre et l'argile.
Le bois était universel. En bois se construisaient des maisons entières, en rondins, ou au moins les squelettes des constructions dites à colombage, et il servait aussi pour les toits, portes, échafaudages et ponts. La pierre, grès, calcaire, granit était plus durable, mais son extraction et transport étaient les coûteux. C'est pourquoi les constructions de pierre se concentraient sur les objets clés, églises, portes urbaines, tours et maisons de riches bourgeois. Dans les régions où il n'y avait pas assez de pierre, arrivèrent les briques cuites d'argile, typiquement dans les plaines du nord de l'Europe. Les murs de briques étaient un peu moins chers et plus rapides à construire, bien que moins solides que ceux de pierre. Pour lier la maçonnerie, on utilisait le mortier de chaux mentionné. Pour les sols et l'étanchéité simple servait aussi l'argile ordinaire. Toutes les parties de la maison n'étaient cependant pas en matériaux durs. Les fenêtres n'avaient généralement pas de verre. Seule l'église ou maison les plus riches pouvaient se le permettre. Elles se fermaient seulement avec des volets ou une membrane de parchemin. Les toits des maisons pauvres étaient en pot couverts de chaume ou de roseaux, qui étaient à bon marché mais inflammables. Les villes passèrent donc, avec le temps de préférence, aux bardeaux de bois, et au bas Moyen-Âge apparurent aussi les tuiles cuites qui résistaient le mieux au feu, mais étaient aussi les plus chères. Les techniques de construction s'amélioraient, et les villes poussaient comme des champignons. Parfois, on ajoutait au mortier des ingrédients curieux, par exemple des œufs ou du sang de bétail, pour que la construction tienne mieux, du moins les gens le pensaient-ils. Aujourd'hui, nous savons que la qualité du mortier était assurée surtout par la bonne chaux et la bonne proportion de sable, mais alors les artisans s'aidaient aussi de superstition et d'expérience. Il n'en est pas moins impressionnant ce qu'ils accomplirent, des cathédrales qui se dressent encore vers le ciel et dont les voûtes suscitent l'émerveillement, des ponts de pierre qui ont survécu aux inondations et à des siècles de circulation, ou des rangées de maisons bourgeoises qui ornent encore aujourd'hui les centres historiques des villes. Tout cela naquit des mains de maîtres médiévaux, sans technique moderne. Les corporations artisanales dans les villes assuraient aussi la formation de nouvelles générations. Les jeunes apprentis s'apprenaient chez un maître le métier pendant plusieurs années, puis devenaient compagnons et voyageaient aussi dans d'autres villes rassemblées de l'expérience. C'est seulement quand il créa le chef-d'œuvre, par exemple chez un forgeron, une serrure précisément fabriquée, ou chez un maçon, une voûte d'exposition, et prêtait un serment à la corporation, qu'ils pouvaient devenir maîtres et ouvrir leur propre atelier. Les corporations veillaient aussi à l'éthique. Par exemple, les boulangers ne devaient pas tricher sur le poids du pain. Cela était puni de peines sévères. Les constructeurs étaient souvent des maîtres reconnus que les villes engageaient pour des projets concrets. Par exemple, la construction de la cathédrale Saint-Guy à Prague fut confiée au maître Mathieu d'Arras et après lui au jeune Pierre Parlé de Gmund. Tous deux apportèrent en Bohême le savoir-faire de pointe du gothique européen. Grâce à eux, naquit une œuvre dont une partie fut achevée déjà au XIVe siècle et qui finalement resplendit dans sa pleine beauté seulement bien des siècles plus tard. L'achèvement de la cathédrale eut lieu en 1929. Des histoires similaires nous trouvons chez beaucoup de cathédrales palquitiques à travers l'Europe. Les travaux y duraient souvent même des centaines d'années, et plusieurs générations de constructeurs s'enchaînaient. Les constructeurs médiévaux étaient ingénieux. Par exemple, pour accélérer la construction des murs, ils utilisaient encore parfois un coffrage dit perdu, des caisses de bois qui restaient à l'intérieur du mur et se remplissaient de pierres. Au mortier, ils ajoutaient différents additifs selon des procédés éprouvés. Par exemple, de la brique moulue, appelée plus tard trace, qui améliorait la résistance à l'eau, ou du lait de chaux pour une meilleure liaison avec les pierres. Certaines constructions urbaines étaient aussi très uniques. Par exemple, le célèbre pont Charles à Prague, construit depuis 1357, était pour son époque un prodige technique. Il avait 16 arches et une longueur de plus de 500 mètres. La légende dit que dans le mortier du pont, Charles furent ajoutés des œufs de tous les villages environnants pour que la construction soit plus solide. Que ce soit vrai ou non, le pont se dresse solidement depuis plus de 600 ans,
ce qui témoigne de la maîtrise de ses constructeurs. Quand nous nous arrêtons un moment sur l'échafaudage à côté d'une gargouille gothique haut sur la cathédrale, nous nous rendons compte de l'habileté avancée qu'ont dû avoir les tailleurs de pierre et architectes d'alors. Leur construction n'était pas seulement utilitaire, mais aussi belle, pleine d'arcs, de statues, de peintures et de détails que nous admirons encore aujourd'hui. La construction médiévale unit ainsi en elle le pratique et l'art. Pendant toute cette période médiévale, les villes se perfectionnaient et se transformaient. Vinrent de nouveaux styles architecturaux. Les arcs brisés gothiques remplacèrent les voûtes en berceaux romanes, et à la fin du Moyen Âge, déjà la Renaissance frappait à la porte. Les villes s'enrichirent du commerce, et certaines grandirent bien au-delà de leurs remparts originaux. Il est cependant certain que les fondations posées par les constructeurs médiévaux ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Maintenant est venu le temps de regarder ce qui de l'héritage des villes médiévales est resté dans notre monde moderne, et pourquoi nous ne devrions pas oublier leurs constructeurs. Quand nous nous promenons aujourd'hui dans le centre historique de n'importe quelle ville européenne, nous y sentons encore l'écho du Moyen Âge. Les pavés séculaires, les ruelles tortueuses et les places pittoresques, tout cela est l'héritage des fondateurs de villes d'il y a des centaines d'années. Les remparts urbains sont peut-être tombés en grande partie sous la pression des temps modernes, mais ça et là se dressent encore leurs vestiges, romantiquement envahis de lierre, et nous rappellent l'époque des chevaliers. Dans beaucoup de villes, nous trouvons encore des noms de rues, comme rue des Forgerons, rue des Tanneurs ou rue des Boulangers, ce qui révèle où jadis siégeaient certaines corporations d'artisans. Les noyaux historiques des villes sont protégés comme monuments, et les touristes du monde entier admirent l'art des anciens constructeurs, qu'il s'agisse de cathédrales gothiques se dressant au-dessus de la construction moderne, ou de maisons bourgeoises originales avec arcades où nous pouvons aujourd'hui prendre un café. Les villes médiévales posèrent les bases de l'urbanisme sur lesquelles l'Europe repose encore aujourd'hui. Par exemple, Prague, Paris ou Londres. Toutes ces grandes villes grandirent du plan médiéval. Encore aujourd'hui se trouvent dans leur centre les ruelles tortueuses que tracèrent jadis les locateurs et où marchèrent nos ancêtres. Les places des villes médiévales restèrent les centres naturels de l'activité. Encore aujourd'hui s'y tiennent des marchés, bien que souvent seulement fermiers ou de Noël. Les gens s'y rassemblent lors de fêtes et manifestations comme jadis, lors de marchés et d'exécutions. Bref, les villes qui grandirent au Moyen Âge devinrent la scène des destins humains à travers les siècles et remplissent leur rôle aujourd'hui encore. Il est jusqu'à incroyable que beaucoup de bâtiments construits au Moyen Âge servent encore, bien que peut-être déjà à un autre usage. Les églises gothiques accueillent encore croyants et admirateurs d'architecture. Les hôtels de ville médiévaux sont souvent des musées ou des espaces de représentation des administrations urbaines. Les vieux ponts de pierre continuent de relier les rives des rivières, et chaque jour y passent des foules, sans soupçonner qu'elles marchent sur l'œuvre de maîtres du XIVe siècle. Et même là où les maisons médiévales ont depuis longtemps été remplacées par des bâtiments modernes, reste l'esprit du lieu, le genius loci, qui forme la disposition des rues et places, comme l'inventèrent jadis les planificateurs médiévaux. Les connaissances et expériences des constructeurs médiévaux posèrent aussi la base du développement ultérieur de la construction. Chaque génération s'enchaînait à la précédente. La Renaissance, le baroque ou le moderne n'auraient pas été pensables sans les découvertes et inventions des maîtres médiévaux. Par exemple, le perfectionnement des voûtes, des machines de levage ou de l'organisation du travail sur de grands projets. Tout cela sont des choses que le Moyen Âge transmit aux époques suivantes. Les villes médiévales relient en outre toute l'Europe par un réseau dense de routes commerciales et de contacts culturels. C'est justement dans l'environnement des villes que se répandirent les nouvelles inventions, par exemple l'imprimerie à la fin du Moyen Âge,
et naquirent les idées progressistes, qui plus tard grandirent en révolution renaissance et humaniste. Les villes devinrent le moteur du développement économique. La concentration d'artisans et de marchands permit la naissance de l'économie monétaire. Au lieu du troc en nature s'imposèrent les monnaies, naquirent les premières banques et maisons de crédit, surtout dans les villes italiennes. Et se développa le commerce international. Les marchands urbains nouaient des contacts commerciaux lointains et construisaient une richesse qu'ils investissaient ensuite, par exemple, dans la construction de maisons somptueuses, ou soutenaient l'art et l'éducation. On peut dire que l'économie capitaliste moderne a ses racines justement dans la dynamique des villes du bas Moyen Âge. Il est intéressant que certains principes de l'urbanisme médiéval soient redécouverts par les urbanistes modernes. Les centres compacts des villes, où tout l'important est à distance de marche autour de la place, représentent aujourd'hui l'idéal de la ville des courtes distances. Les ruelles étroites et l'échelle plus petite de la construction créent encore un environnement intime pour la vie communautaire, quelque chose qui manque à beaucoup de banlieues anonymes. C'est pourquoi aussi les centres historiques sont encore aujourd'hui si vivants et appréciés. Malgré leur âge, ils savent très bien servir les besoins contemporains, qu'il s'agisse d'habitation, de commerce ou seulement d'agréables promenades. Le Moyen Âge nous a laissé un héritage qui n'est pas seulement un musée, c'est une partie fonctionnelle des villes modernes. Par exemple, le centre historique de Český Krumlov, Telč, ou justement Prague, compte parmi les ensembles urbanistiques médiévaux, les mieux conservés au monde, et jouissent de l'admiration de millions de visiteurs par an. Le tourisme d'aujourd'hui repose en grande partie sur l'attractivité des monuments médiévaux. Des millions de visiteurs se dirigent chaque année vers l'Europe justement pour le charme des ruelles et places médiévales. À cela correspond aussi le soin que les villes consacrent à leurs parties historiques. Les conservateurs s'efforcent de rénover avec sensibilité les bâtiments anciens et de maintenir le genius loci. Dans beaucoup de villes, s'appliquent des règlements de construction qui protègent le panorama du centre historique. Par exemple, limitent la hauteur des nouvelles constructions aux alentours, pour qu'elles ne dépassent pas les clochers d'église. Le noyau médiéval est ainsi en un certain sens le cœur de la ville. Il est porteur d'identité dont les habitants sont fiers. Quand par exemple se mènent des débats sur la construction moderne ou les transports, résonne souvent l'argument qu'il ne faut pas troubler le visage de la vieille ville. Tout cela montre que l'héritage des constructeurs médiévaux est une partie vivante de nos villes aujourd'hui encore. Et que pouvons-nous tirer de l'histoire des villes médiévales, nous, aujourd'hui ? Peut-être l'admiration pour la persévérance et l'esprit de nos ancêtres qui réussirent de grandes choses avec de petits moyens. Grâce à eux, nous pouvons vivre dans de belles villes pleines d'histoire. La prochaine fois que vous passerez une porte gothique sur une vieille place, essayez d'imaginer combien de générations de mains humaines ont façonné ce lieu. La ville médiévale naquit peut-être il y a un demi-millénaire, mais elle est encore aujourd'hui partie de notre réalité quotidienne et nous rappelle que nous aussi, nous laisserons un jour une trace pour les générations futures. Je crois que la prochaine fois que vous passerez les portes d'une ville historique ou vous arrêterez sur une place médiévale, vous verrez autour de vous non seulement de belles maisons, mais aussi l'histoire du labeur et de l'ingéniosité humain qui se tient derrière elles. Je vous remercie d'avoir entrepris ce voyage dans le passé avec moi. Si la vidéo vous a plu, je serai content que vous lui donniez un like et la partagiez. À bientôt pour le prochain récit sur l'histoire.